L'Afrique et le monde entier observent, parfois incrédules, comment un pays pauvre, isolé, acculé par la menace terroriste, peut-il réussir ce que l'on pensait impossible sans appui étranger. Et si la solution à la terreur rurale et à la dépendance étrangère venait d'un simple véhicule? C'est la question que tout le monde se pose, alors qu'Ibrahim Traoré vient de déployer 500 commissariats mobiles à travers chaque recoin oublié du Burkina Faso. Pour la première fois, des villages entiers qui n'avaient jamais vu le moindre uniforme découvrent brusquement une présence policière là où régnait l'abandon. Imaginez l'impact psychologique. Là où la peur et l'impuissance dominaient, c'est la sécurité qui arrive, sur roue sans prévenir. Mais ce n'est pas une simple opération logistique. C'est un véritable basculement d'époque. Ces véhicules, financés uniquement par des ressources nationales, incarnent une vision radicale. Garantir à chaque citoyen, où qu'il soit, la protection de l'État sans quémander l'aide extérieure. Mais avant de comprendre la portée de cette révolution, il faut revenir sur les années sombres qui ont poussé le Burkina Faso à tenter l'impossible. Pendant des décennies, la terreur s'abattait en silence sur les campagnes burkinabais. À l'abri derrière les murs de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso, la vie suivait son cours protégé, pendant que, loin des regards, des villages entiers affrontaient seuls la brutalité des bandits et des groupes armés. Le risque est immense. Soit les Burkinabés des campagnes continuent à vivre dans la peur, oubliés et livrés à eux-mêmes, soit ils entrent dans une ère nouvelle, où la sécurité devient un droit universel, libéré de toute dépendance. C'est bien plus qu'une question d'ordre public. C'est la dignité, la souveraineté et l'espoir d'un pays entier qui se joue, ici et maintenant. Partout dans les zones ruraux, un fossé béant séparait l'insécurité quotidienne des campagnes et la relative tranquillité des grandes villes. Les campagnes étaient laissées à l'abandon. Pas de poste de police, pas de protection, seulement la peur et la débrouille. Certains villages, acculés, n'avaient d'autre choix que de former leur propre milice d'autodéfense, une mesure désespérée face à la montée des attaques, des vols et des enlèvements. L'État semblait lointain, presque invisible. Pour beaucoup, il était devenu synonyme d'oubli. Aucune aide ne venait, aucun policier n'arrivait, et la confiance dans les institutions disparaissait, remplacée par une défiance amère. Dans cette atmosphère, l'économie s'effondrait peu à peu. Les marchés se vidaient, les écoles fermaient, et les familles, terrorisées, fuyaient les campagnes pour rejoindre des villes déjà surchargées. Face à cette spirale de l'abandon, une évidence s'imposait. Il était impossible de bâtir un avenir sur une telle insécurité. Maintenir ce système, c'était laisser l'obscurité gagner sur l'espoir, laisser la loi du plus fort remplacer la loi tout court. Le manque d'infrastructures sécuritaires rendait les villages vulnérables. Chaque déplacement était un risque, chaque nuit un défi. Laisser perdurer ce statu quo, c'était accepter que des milliers de familles vivent éternellement dans la peur. C'était condamner des générations entières à l'isolement économique, à la misère et à la perte de confiance envers leur propre pays. En moins d'une année, 500 véhicules sont devenus le symbole d'une révolution silencieuse à travers tout le Burkina Faso. Alors, comment rompre ce cercle vicieux? Comment faire que chaque Burkinabé, où qu'il vive, se sente protégé, entendu et respecté? Pour le capitaine Traoré, le constat était radical. La sécurité ne pouvait plus être un privilège réservé aux villes. Elle devait devenir une réalité palpable, partout, pour tous. C'est ainsi qu'a émergé une vision audacieuse, déployer la sécurité jusque dans les endroits les plus isolés du pays. Mais transformer cette vision en action concrète allait nécessiter des moyens inédits et une détermination sans faille. Le déploiement ne doit rien au hasard. Les premiers véhicules ont pris la route vers les frontières du nord et de l'est, là où la menace des groupes armés et des trafiquants est la plus pressante. Ensuite, ils se sont installés dans les villages agricoles isolés, souvent laissés à eux-mêmes face aux bandits. Enfin, les marchés et carrefours commerciaux, longtemps vulnérables, ont retrouvé une présence policière visible. Partout, la même stratégie. Répondre là où l'État semblait absent, combler le vide, reprendre le contrôle. À première vue, ces fourgons ne ressemblent pas à de simples voitures de police. Chaque unité est équipée de radios puissantes permettant une communication instantanée, de cellules compactes pour garder les suspects, de véritables bureaux où les agents prennent les plaintes et rédigent des rapports, de kits de surveillance dernier cri et même de panneaux solaires pour une autonomie complète loin du réseau électrique. Tout y est pensé, ordinateurs, dossiers, matériel de premier secours.
Ces commissariats roulants sont de véritables postes avancés de l'État, capables de fonctionner là où tout manque, sauf la volonté de protéger. Mais il ne s'agit pas seulement d'imposer la loi. Les policiers vivent désormais parmi la population, échangent chaque jour avec les anciens, les commerçants, les jeunes. Ils écoutent, conseillent, interviennent rapidement en cas de conflit, deviennent des relais de confiance entre l'État et ceux qui, jusque-là, se sentaient abandonnés. Ce contact humain transforme la relation au pouvoir. L'État n'est plus un spectre lointain, il est là, proche, solidaire. Les effets ont été immédiats. Dans certains villages, l'arrivée des fourgons a suffi à faire fuir les criminels vers la brousse. Pour la première fois depuis des années, les habitants osent sortir à la tombée de la nuit, les femmes marchent sans peur, les enfants rient sur les places publiques. Certains ont pleuré en voyant les agents descendre des véhicules, accueillis comme des héros. La confiance, perdue depuis longtemps, renaît sous les sirènes bleues et blanches de ces commissariats mobiles. Ce que Traoré a déclenché dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Mais cette transformation ne s'arrête pas à ses premiers résultats. Quelles seront les conséquences profondes, à moyen et long terme, de cette révolution mobile sur la société burkinabé? Pourtant, l'enjeu demeure immense. Si cette stratégie échoue, la peur et la méfiance risquent de ressurgir, menaçant la cohésion nationale. Mais si elle réussit, ce modèle pourrait inspirer bien au-delà du Burkina Faso et offrir une leçon d'autonomie à tout un continent. Et déjà, l'effet boule de neige se fait sentir. Les marchés autrefois déserts reprennent vie, protégés des rackets et des enlèvements. Les récoltes voyagent plus sereinement vers les centres urbains. Les écoles, gardées par la présence policière, voient revenir les élèves. Un nouveau climat d'entraide se développe, chaque victoire contre l'insécurité renforçant les liens communautaires et l'espoir collectif. Pour la première fois, l'égalité entre villes et campagnes devient une réalité concrète. Chaque vie, qu'elle soit urbaine ou rurale, compte désormais de la même manière. Les habitants des villages, longtemps oubliés, voient l'État venir à eux et affirmer qu'aucun citoyen ne sera laissé pour compte. Cette nouvelle proximité change la psychologie collective. La peur cède la place à la confiance, à la dignité retrouvée. Très vite, les effets économiques s'enchaînent. Sur les marchés ruraux, la sécurité encourage le commerce et l'investissement local. Les paysans reprennent leurs activités agricoles sans craindre les raids ou les enlèvements. Ils peuvent enfin semer, récolter et vendre en toute sérénité. Les écoles rouvrent, les élèves reviennent en classe et les familles se projettent dans l'avenir. Mais le plus révolutionnaire, c'est le financement de ce projet. Aucun donateur étranger, aucune dette contractée auprès des institutions financières internationales. Tout a été financé exclusivement par les ressources nationales, prouvant que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une pratique. Le Burkina Faso devient un exemple vivant qu'un pays africain peut agir par lui-même sans attendre le feu vert de l'extérieur. Ce message politique résonne d'Abidjan à Dakar, d'Addis Abeba à Johannesburg. Pour la jeunesse africaine, c'est la démonstration que la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit par des actes concrets au bénéfice du peuple. Le projet des commissariats mobiles montre que prendre son destin en main est possible, même face aux obstacles. Mais ce chantier ne fait que commencer. Quels nouveaux défis attendent le Burkina Faso dans les années à venir? Naturellement, cette audace dérange. Les chancelleries occidentales observent avec inquiétude. Ce modèle bouscule l'ordre établi. Il remet en cause les mécanismes du néocolonialisme fondés sur l'assistance et la dépendance. Si le Burkina Faso réussit, d'autres suivront, et le rapport de force mondial pourrait s'en trouver modifié. Le risque est immense. Si la réforme échoue, c'est l'image de tout un peuple qui vacille, et la crédibilité de l'Afrique à écrire sa propre histoire qui sera remise en cause. Mais si elle réussit, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, pour le Burkina Faso et pour tout le continent. Le commissariat mobile, ce n'est pas juste un véhicule. C'est une nouvelle philosophie du service public, une façon radicale de rapprocher l'État de chaque citoyen, où qu'il soit. Mais le changement ne s'arrête pas à la police. Routes, hôpitaux, réseaux de bus, l'infrastructure se multiplie, tissant un nouveau maillage territorial solide. Quand l'État investit partout, il envoie ce message. Aucun citoyen n'est oublié, aucune région n'est sacrifiée. Et l'histoire ne fait que commencer.
D'ici peu, ce ne sont pas seulement 500, mais bientôt 1000 commissariats mobiles qui sillonneront chaque piste, chaque marché, chaque zone frontalière du Burkina Faso. À terme, l'objectif est clair, doter chaque localité d'un poste permanent pour que la sécurité soit un acquis durable, pas une faveur passagère. Ce modèle n'est pas réservé au Burkina Faso. Il parle au Mali, au Niger, au Sahel tout entier et même à toute l'Afrique. Car il prouve qu'un continent peut s'émanciper sans attendre une permission ou une aide extérieure. Il montre que l'Afrique peut inventer ses propres solutions et les imposer au monde. Pour que ce système fonctionne, il faut aussi la vigilance de tous. La sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des uniformes, c'est le travail commun des citoyens, leur capacité à coopérer, à signaler, à s'impliquer dans la gouvernance locale. Lorsqu'une communauté s'approprie sa sécurité, elle s'approprie aussi son avenir. Mais au fond, une question se pose à chacun de nous. Sommes-nous prêts à prendre en main notre sécurité, notre dignité, notre avenir? Aujourd'hui, c'est à la population de choisir. S'approprier cet exemple ou l'ignorer. Adopter ce modèle, c'est décider de son destin. Le rejeter, c'est risquer de rester dépendant, vulnérable, spectateur de sa propre histoire. Ici, la sécurité devient plus qu'un simple bouclier. Elle est le socle de la dignité, la condition de l'émancipation collective. Se sentir protégé, c'est pouvoir rêver, entreprendre, vivre sans peur. C'est aussi refuser la fatalité, refuser que d'autres écrivent l'histoire à notre place. Alors, la vraie question reste posée. Sommes-nous prêts à suivre cet exemple, à croire en nos propres voies d'émancipation, même quand elles dérangent l'ordre établi? Sommes-nous prêts à reconnaître une révolution quand elle roule devant nos yeux? Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'essaye pas seulement une nouvelle stratégie de sécurité. Il brise des chaînes anciennes, il trace une route que bien d'autres n'osaient même pas imaginer. 500 commissariats mobiles déployés partout, portés par les propres ressources de la nation, rappellent à chacun que la souveraineté ne se réclame pas, elle se construit jour après jour, décision après décision. Ne pas voir la portée de cette transformation, c'est risquer de manquer l'évidence. Le peuple burkinabé n'attend plus de sauveurs venus d'ailleurs. Il s'organise, il protège ses villages, il restaure la confiance là où le doute et la peur avaient pris racine. Dans chaque hameau, chaque marché, chaque frontière oubliée, la dignité et la sécurité retrouvent leur place, non comme un luxe réservé à la capitale, mais comme un droit pour tous. Cette initiative ne règle pas seulement la question de la sécurité, elle offre un modèle de renaissance possible pour tout un continent. C'est un laboratoire d'émancipation, une affirmation courageuse que l'Afrique, quand elle puise dans ses propres forces, peut bâtir des solutions adaptées à ses réalités, loin des injonctions extérieures. Passer à côté, ce serait laisser filer l'opportunité d'un nouveau départ africain, un moment historique où le choix de la confiance, de l'action, pourrait changer le cours de l'histoire.